Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ de l'année, donc la foire aux questions. Je sais pas si on dit encore ça en 2025, mais c'est une FAQ et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions, que ce soit sur l'auto-édition de mon recueil de poèmes, sur les poèmes que j'écris, sur mes lectures, sur mon roman, sur plein de choses, et je suis contente puisque beaucoup de vos questions sont concentrées plutôt sur l'écriture et sur ce que j'écris. Et je suis trop contente puisque là j'hésite à faire quelque chose. J'ai plus envie de m'appeler Félix Félicis sur les réseaux sociaux. Donc je vais avoir besoin de vous là dans cette vidéo. Je viens de décider ça à l'instant là que j'allais vous dire ça. C'était pas du tout prévu que je fasse ça dans cette vidéo, mais j'ai envie de changer mon pseudo, j'ai envie de ne plus m'appeler Félix Félicis, de plus trop être autant liée à Harry Potter, et mine de rien je parle que d'écriture et de lecture. Donc j'ai pensé hier soir vraiment avant de me coucher au pseudo Maécrit, donc M-A-E-C-R-I-T, donc en gros le E de Maé et de écrit c'est le même, voilà, et il y a des trémas sur le E pour Maeva. Et du coup ça fait original, le écrit, bref, je sais pas si c'est une bonne idée, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée de pseudo. Voilà, parce que j'ai envie d'utiliser ce pseudo là sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas utiliser mon nom d'autrice sur Instagram, vous savez sur le truc @maëntouren du coup. C'est le nom d'autrice que j'ai utilisé pour mon recueil de poèmes, et c'est le nom d'autrice que je veux utiliser plus tard dans ma vie. Donc voilà, le fait que vous me posiez beaucoup de questions sur l'écriture, ça m'a fait faire cette réflexion en mode oui, mon contenu il parle énormément d'écriture, donc pourquoi pas finalement changer mon pseudo pour officialiser ce fait que j'ai envie d'écrire et que je veux écrire et que je veux faire du contenu sur l'écriture. Maécrit, dites-moi ce que vous en pensez, moi je sais pas, ça se trouve c'est une idée nulle, ça se trouve c'est une bonne idée, je n'en ai aucune idée, dites-moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta, mais je suis un peu perdue dans ce que je disais. Donc oui, c'est que je disais qu'il y avait beaucoup de questions sur l'écriture, c'est bon, je me suis retrouvée, tout va bien. Donc c'est parti pour que je réponde à toutes vos questions, j'en ai sélectionné une vingtaine et j'ai trop hâte d'y répondre parce que ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas fait de vidéo réponse à vos questions. Donc commençons par la première question qui concerne l'auto-édition et qui m'a été posée par Adeline qui demande: est-ce difficile de se faire auto-publier, écriture, mise en page, combien de temps, etc. Donc est-ce que c'est difficile? Personnellement, est-ce que j'ai trouvé ça difficile comme expérience? Pas tant finalement, puisque Amazon KDP, donc le site que j'ai utilisé pour auto-éditer mon recueil de poèmes, Amazon Kindle Publishing, eh bien j'ai trouvé que c'était vachement instinctif comme site internet et tout était très bien expliqué et tout était tellement instinctif en fait que les erreurs que j'ai pu commettre, comme par exemple pour la couverture, donc là par exemple que c'était découpé tout ça, et ben c'était des erreurs qui étaient de ma faute en fait, c'est pas à cause du site internet Amazon KDP que j'ai fait des erreurs, non c'est juste moi qui comprenais rien, donc tout était très bien expliqué, ce qui a fait qu'aujourd'hui mon recueil de poèmes ressemble à ça et il est beaucoup mieux que si je l'avais laissé comme ça, tu vois. Là c'était les preuves que j'avais reçues un peu en brouillon, tu vois. Donc ouais, les seules choses où j'ai pu me tromper et qui ont pu paraître difficiles, c'est juste parce que c'était des erreurs que j'avais commises, soit parce que j'avais pas assez bien lu, soit parce que j'avais pas fait assez de recherches à côté, puisque mine de rien c'est ultra instinctif comme site internet, mais mine de rien j'ai fait des recherches à côté, j'ai lu énormément d'articles pour comprendre la couverture, comment la faire, la mise en page, quelle police mettre dans le recueil, puisque ça c'est pas forcément expliqué sur Amazon KDP. Je suis allée sur Reddit, sur des sites où des personnes expliquaient un petit peu leur expérience avec Amazon KDP, donnaient des conseils, tout ça. Donc j'ai fait plein de recherches comme ça à côté quand même, mais mine de rien Amazon KDP c'est un site très simple à comprendre, et puis l'auto-édition c'est vraiment pas quelque chose que j'ai trouvé compliqué, mais mine de rien j'y passais mes journées, c'était de longues journées, le soir je me couchais, j'étais crevée, mais j'étais tellement fière de ce que je venais de faire dans la journée, donc c'est ça, j'y passais tout mon temps pendant 2-3 semaines. Très clairement je pense que si j'avais travaillé en même temps j'aurais pris 2 mois pour faire l'auto-édition de mon recueil, mais là j'y passais très clairement toutes les minutes de ma journée, donc ça allait très rapidement. Donc niveau temps ça a été, mais en même temps j'étais tellement motivée à le publier en août, mais finalement moi j'ai pas trouvé ça très compliqué, et vu que j'ai fait tout toute seule, et bien de toute façon dès qu'il y avait un truc qui allait pas, fallait que je trouve une solution. Donc voilà, même si à des moments j'étais un peu démotivée, enfin c'est pas que j'étais démotivée, je pense pas que c'était de la démotivation, mais par exemple quand j'avais fait toute ma mise en page, enfin j'ai recommencé la mise en page je pense une quinzaine de fois. J'ai bien fait de ne pas me démotiver quand quelque chose allait pas et de vraiment continuer, et des fois aussi quand je m'en sortais vraiment pas je me disais c'est pas grave, pour aujourd'hui je m'arrête, tu sais il était 19h et je m'y mettais le lendemain, et le lendemain tu sais après une nuit de sommeil t'es tout de suite beaucoup mieux et je m'y remettais, tu vois. Mais aussi c'était passionnant à faire je trouve, ce truc d'auto-édition, parce que finalement j'ai appris énormément de choses sur l'édition, j'ai appris beaucoup, que ce soit sur la création d'une couverture, sur la mise en page, et sur tous ces éléments, tout ce vocabulaire de l'édition, et j'ai trouvé ça passionnant à découvrir aussi. Donc c'est ça aussi qui me faisait avancer, c'est que j'apprenais tous les jours énormément de choses. Donc ouais, c'était passionnant à faire, et puis pas tant difficile que ça. Voilà pour cette première question, on passe à la seconde qui est
Donc depuis quand écris-tu? Donc ça va faire depuis plus de 10 ans que j'écris, puisque j'ai commencé quand j'avais 13 ans il me semble. Donc j'écris, là j'ai 24 ans depuis plus de 10 ans. J'ai commencé au tout début par écrire de la poésie, je savais même pas que c'était de la poésie finalement. J'écrivais des mots sur du papier et je remettais ça dans une chemise que je regardais même plus après. Après j'ai commencé quand même à écrire des romans. Le premier que j'avais écrit c'était Léane. Je donnais des noms en fait à mes romans avec le prénom du personnage. Et en gros j'avais eu cette idée de créer 3 romans, donc une trilogie, mais pas vraiment une trilogie, c'est juste que ces 3 femmes ont leur destin lié, genre il y en a une c'est une de la famille, mais la première c'était la fille, enfin qu'elles ont toutes les 3 leur destin lié, et mine de rien je trouve ça trop cool puisque bah c'est cette idée-là, 10 ans plus tard, que j'ai repris pour les livres que j'écris aujourd'hui, que ce soit Une vie brûlée ou les autres que j'écris aujourd'hui. C'est pareil, c'est une trilogie avec 3 femmes qui ont leur destin lié. Donc ouais, je trouve ça trop bien d'avoir eu cette idée à 13 ans et de la réutiliser aujourd'hui. Donc à 13 ans, j'avais écrit ça, et puis après, bah, c'est à mes 14 ans, 15 ans, je me souviens que j'ai commencé à écrire vraiment la trilogie. Enfin, je sais pas si c'est une trilogie, à l'époque je voyais ça comme une duologie. C'était pas vraiment de la fantasy, mais c'est une histoire qu'aujourd'hui je sais que je l'écrirai un jour. C'est juste qu'à l'époque, bah, j'avais écrit le tome 1 en entier, j'étais rendue à la moitié du tome 2 il me semble. J'ai toutes mes notes, hein, je les ai encore. Ces 3 cahiers, c'est toutes mes notes sur l'histoire d'Emag et Idar, et vraiment c'est tout ce que j'ai noté. Genre c'est rempli de notes sur cette histoire, et en fait c'est une histoire, vu que c'est... Bon, on va dire que c'est de la fantasy puisque c'est quand même pas très ancré dans le réel, mais vu que c'est une histoire un petit peu, c'est ça, fantastique, et bien je devais prendre énormément de notes comme ça, ce que j'ai pas tellement fait pour Une vie brûlée. Mais là vraiment, mais oh, j'y passais des soirées, je me souviens, à prendre des notes et à juste imaginer l'univers, à mettre un petit peu tout en place, et j'ai toujours mes carnets de notes parce que je sais que c'est une histoire que j'écrirai. Et Mag et Idar, je vais pas les abandonner dans le passé, je sais que c'est une histoire que je vais écrire, et c'est cette histoire qui m'a sauvée dans beaucoup de passages de ma vie, puisque ben mine de rien, je me plongeais dedans. Je m'imaginais un petit peu comment ça allait se passer, ce qui allait advenir à ces 2 jeunes femmes, et mine de rien ça m'a sauvée dans beaucoup de situations de ma vie, et je sais que cette histoire je vais l'écrire, c'est celle qui compte le plus pour moi aujourd'hui, plus qu'Une vie brûlée. Cette histoire je l'écrirai, et voilà, j'ai commencé à l'écrire il y a presque 10 ans, et aujourd'hui je sais que je vais la réécrire parce que c'était assez incroyable je trouve, tout cet univers que j'ai créé. Mais voilà, ça fait plus de 10 ans que j'écris, depuis 10 ans j'ai dû écrire une dizaine de romans qui n'ont jamais été publiés, et ouais, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait en 10 ans, même s'il n'y a rien qui est publié pour l'instant à part mes poèmes. Je suis fière, et j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Donc voilà depuis quand j'écris, et on passe à la prochaine question qui est: peut-on avoir le poème Père-Lachaise ou est-il trop intime? Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais ce mois-ci je me suis lancé le défi d'écrire un poème par jour, et donc j'ai écrit la semaine dernière très clairement le poème que je considère comme étant le meilleur que j'ai écrit de ma vie, et ça s'appelle Le Père-Lachaise, et c'est l'histoire d'un bébé renard, un renardeau qui vit au Père-Lachaise, donc le cimetière de Paris, et j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai postée sur Instagram, et je pense que j'ai envie de vous le partager évidemment puisque j'ai pas envie de le garder pour moi ce poème. Et donc j'ai une question à vous demander. J'ai envie du coup de vous partager évidemment ce poème sur Instagram, mais j'ai envie de faire une petite vidéo en mode Reels, vidéo TikTok, tu vois. Une vidéo où je vous lis le poème, mais j'ai pas juste envie de me poser devant ma caméra et lire le poème parce que ça n'aurait pas trop de sens avec l'histoire de ce poème. J'ai envie, mais vous me dites si c'est cringe ou si je devrais pas, c'est pour ça que je vous demande conseil. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou c'est pas du tout ok? La semaine prochaine je vais à Paris, et donc je passerai au Père-Lachaise évidemment pour me balader. Et donc je me demandais, est-ce que si je filme les allées du cimetière du Père-Lachaise, est-ce que vous pensez que ça peut être bien pour aller avec ma voix qui récite le poème? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi je sais pas si je suis très à l'aise de me dire que je vais publier une vidéo avec des images d'un cimetière, après ce serait que les allées, mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que mine de rien moi je sais pas si je suis à l'aise avec ça et j'ai besoin de votre avis. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est ok ou pas, parce que moi j'hésite vraiment et je sais pas du tout quoi en penser. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ce poème, donc que ce soit avec cette vidéo ou si vous me dites que c'est pas ok avec d'une autre manière, eh bien je vous partagerai ce poème évidemment. Alors là, la prochaine question, c'est la pire qu'on m'ait posée de toute ma vie. C'est: tu préfères qui entre Emily Dickinson, Virginia Woolf, Taylor Jenkins Reid, Margaret Atwood, Sylvia Plath et Suzanne Collins? Là, la personne me demande de choisir entre toutes mes autrices, écrivaines et poétesses préférées. À un moment donné, Chloé, pourquoi tu me poses cette question? C'est tellement dur à répondre, je ne peux pas choisir. Ah si, Emily Dickinson. Oh, c'était pas si dur. C'était... Vraiment, je me plains en mode c'est la pire question, mais c'était pas si dur. Parce qu'évidemment, qu'entre toutes ces autrices, ma préférée c'est Emily Dickinson, elle compte tellement pour moi, je la relis régulièrement. Celle qui compte le plus pour moi c'est Emily Dickinson. En deuxième position, vas-y, je vais vous faire un top 3 de mes écrivaines poétesses préférées. Première place, Emily Dickinson. Deuxième place, Virginia Woolf. Troisième place, Sylvia Plath. Puis Margaret Atwood en quatrième, évidemment. Puis après Suzanne Collins, puis après Taylor Jenkins Reid. Vraiment, je vous ai fait un classement du coup. Voilà, on continue avec la prochaine question qui est: ton poème préféré?
Je viens de vous dire que... Ah, mais mon poème préféré que j'ai écrit ou le poème préféré d'une de mes poétesses préférées? That is the question. On va dire mon poème préféré, genre écrit par quelqu'un d'autre, parce que ça serait ultra un peu égocentrique de dire alors, le poème préféré de moi, c'est les culottes de la voisine. Non, pas vraiment. J'aime beaucoup Cameron Post, mais c'est pas la question en fait. La question, c'est mon poème préféré d'autres autrices. Je viens de vous dire à l'instant que ma poétesse préférée, mon écrivaine préférée, c'était Emily Dickinson. Mais mon poème préféré n'a pas été écrit par Emily Dickinson. Même si bon, j'ai plein de ses poèmes que j'aime, j'ai un de ses poèmes tatoués là, oui là. Mais c'est pas un des poèmes d'Emily Dickinson qui est mon poème préféré de tous les temps. Je vais vous montrer. Mon poème préféré de tous les temps se trouve dans ce recueil, Ariel de Sylvia Plath. Donc dans Ariel de Sylvia Plath, il y a énormément de poèmes qu'elle a écrits sur la fin de sa vie, puisque ce recueil a été publié après sa mort. Déjà, il y a eu énormément de censure qui a été fait par son ex-mari, puisqu'il y a plein de poèmes qui le concernaient, donc il n'a pas voulu qu'il soit dans ce recueil. Mais après, il y a eu une réédition qui a été faite, que j'ai aussi dans ma bibliothèque. Mais bref, ce recueil a été publié après la mort de Sylvia Plath, et donc la plupart des poèmes qui sont dans ce recueil sont des poèmes qu'elle a écrits juste avant de se suicider. Et donc mon poème préféré de Sylvia Plath, c'est celui-ci. J'ai mis une petite feuille de Ginkgo biloba à cette page. C'est celui-ci, c'est Lady Lazarus. Donc Lady Lazarus, Lazarus, vous savez... Dans la Bible, c'est celui qui est ressuscité. Et donc en fait, dans ce poème, elle parle de toutes les fois où elle a tenté de se suicider. Elle dit « Et comme un chat, je dois mourir 9 fois. Mourir est un art, comme toute autre chose, et je le fais exceptionnellement bien. » Et donc ce poème parle énormément de la mort, et c'est un poème qui est très long, puisqu'il commence là et il se termine là. Et vraiment, et la fin, c'est merveilleux, c'est vraiment quand je l'ai lu. Je me souviens, je l'ai lu, j'étais debout dans ma chambre chez ma mère, je devais avoir 20 ans, il me semble, ouais. J'étais debout dans la chambre à lire les poèmes de Sylvia Plath. Je suis tombée sur ce poème, j'en suis tombée par terre, ok? Et j'ai relu le poème, genre, mais énormément de fois, alors qu'il est très long, je l'ai relu, et jusqu'à comprendre tout ce que ce poème voulait dire. Et vraiment, ouais, Lady Lazarus, c'est mon poème préféré de tous les temps, et je vous conseille énormément de le lire, vous pouvez le trouver sur internet, évidemment. Évidemment, Sylvia Plath! On passe à la prochaine question, qui est quels sont tes prochains projets voyages? Alors, mon prochain voyage, ça va être à Londres. Je pars en novembre dans ma ville préférée de tous les temps. Et mon but, en fait, avant ce voyage, c'est de terminer toute ma pile à lire avant novembre. Donc il me reste beaucoup trop de livres. Donc voilà, j'ai envie de terminer ma pile à lire pour pouvoir racheter d'autres livres à Londres. Et donc à Londres, j'y vais cette fois-ci pour voir la pièce de théâtre Hunger Games qui sera lancée fin octobre, mi-octobre il me semble. Ça sera la grande première de la pièce de théâtre Hunger Games, donc ça partira du premier livre. On a déjà plein d'infos qui sont en train de sortir, les acteurs ont été annoncés, il y a plein de choses qui sont montrées, la mise en scène, tout ça. Et donc j'ai beaucoup trop hâte d'assister à cette pièce de théâtre. Je retourne à Londres, vraiment mon voyage est autour de ça, de cette pièce de théâtre, puisque bah j'ai réservé vraiment ma place à la pièce de théâtre. Je suis dans le district 2 déjà. En gros les emplacements assis de la salle c'est réparti par district, et donc moi je suis dans le district 2. Ouais. Et donc cette pièce de théâtre, vraiment j'ai que réservé la pièce de théâtre, je n'ai ni réservé l'hôtel ni l'Eurostar jusqu'à maintenant, donc va falloir que je me bouge pour ce voyage. Mais voilà, je pars à Londres en novembre, j'ai beaucoup trop hâte, et j'ai une question à vous poser, j'ai beaucoup trop de questions à vous poser dans cette vidéo, c'est une FAQ que je fais pour vous apparemment. J'ai une question à vous poser, est-ce que ça vous dit que je fasse un vlog de cette pièce de théâtre Hunger Games? Du coup évidemment je pourrais pas vous filmer l'intérieur de la salle ou la pièce de théâtre, évidemment, mais pour vous faire un petit peu l'histoire de la pièce de théâtre, pour vous raconter comment ça s'est passé, vous raconter mon avis, un petit vlog dans ma journée où je vais à la pièce de théâtre, dites-moi si ça vous dirait. Donc voilà, je pars à Londres en novembre, et puis après l'année prochaine on verra bien. Alors maintenant on passe à une question qui m'a été posée par Leïla, qui est quel est ton rôle dans la maison d'édition pour laquelle tu travailles? Alors oui, ça fait depuis avril que je travaille dans une maison d'édition à Paris. En gros je travaille depuis chez moi tout le temps, mais quelques fois par mois je monte sur Paris pour filmer un petit peu les auteurs et tout, parce qu'en gros je suis community manager, mais je sais pas si c'est community manager mon intitulé finalement, mais en tout cas je gère les réseaux sociaux de la maison d'édition, je fais les vidéos, les petits posts Instagram, et vraiment, mais je découvre plein de choses avec ce travail, parce que je fais plein de recherches, tout ça, sur des posts Instagram rigolos. Vraiment c'est passionnant comme travail, et mine de rien, je trouve ça trop bien puisque j'apprends énormément de choses donc sur le monde de l'édition. J'adore mes chefs, vraiment, ils m'apprennent énormément de choses eux aussi, et puis chaque jour en fait j'apprends de nouvelles choses, et c'est ça que j'aime tant avec ce nouveau travail. Et puis j'aime trop lire les livres de la maison d'édition aussi, puisque c'est que des livres jusqu'ici qui m'ont plu, donc bah, j'aime énormément travailler pour cette maison d'édition. Et puis je suis trop contente de faire leurs réseaux sociaux, de faire des petites vidéos, vraiment je m'éclate à faire ce que je fais. En plus le montage vidéo c'est une de mes passions que j'avais beaucoup délaissée dernièrement, puisque mes vidéos, mine de rien, je passe moins de temps au montage, puisque j'essaie de faire quelque chose de beaucoup plus simple pour YouTube maintenant, mais donc me remettre à faire du montage, à faire des recherches sur Premiere Pro, tout ça, et bien je trouve ça vraiment passionnant. Et voilà, je découvre un petit peu l'envers du monde de
édition et je suis trop heureuse de travailler dans cette maison d'édition. Donc voilà, j'aime trop mon travail. On continue avec la prochaine question. Une question qui m'a été posée par Mélissa, donc déjà merci énormément Mélissa, c'est celle qui m'a aidée pour la correction de mon recueil de poèmes. Donc Mélissa me demande: comment choisis-tu ta prochaine lecture? Comment je choisis mes lectures? Dernièrement, j'ai terminé le Hobbit la semaine dernière et je me demandais quoi lire et j'ai eu envie de lire ce livre. Voilà, c'est un peu un thriller, ça me fout les chocottes. Donc voilà, j'ai choisi ce livre la semaine dernière juste parce que je me disais ah il est trop beau, je veux trop le lire maintenant. En fait, mes lectures, je pense, je les choisis aussi et surtout par rapport à ce qui m'entoure, par exemple par rapport à mon entourage. Là, dernièrement, j'ai une amie et mon frère qui veulent qu'on regarde les Hobbits ensemble et qui sont un peu fans du Hobbit, tout ça, et donc bah moi, j'ai lu le Hobbit pour pouvoir regarder le Hobbit avec eux, tu vois. Voilà, donc je choisis beaucoup mes lectures par rapport aux personnes qui m'entourent et de ce qu'on me parle autour. J'ai aussi une amie qui lit énormément, donc on se motive dans nos lectures. Donc j'ai lu le tome 2 de Ne tirez pas sur les hommes-au-cœur parce qu'elle m'avait dit qu'on le lirait ensemble et au final elle l'a pas du tout lu. Voilà, donc moi je me suis lancée là-dedans en mode lecture commune trop cool. Au final elle m'a dit non, j'ai pas eu le temps. Du coup bah j'ai lu le tome 2 de Ne tirez pas sur les hommes-au-cœur pour ça. Mes lectures aussi et surtout je les choisis parce que dans ma pile à lire, évidemment qu'il y a des livres que je veux plus lire que d'autres. Quand il y a des autrices que j'aime énormément, évidemment que je vais vouloir le lire en premier. Il y a des livres aussi qui m'intriguent plus que d'autres, bah c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, tu vois. Là je regarde ma pile à lire et je sais qu'une de mes prochaines lectures ce sera Captive de Margaret Atwood, puisque j'aime énormément Margaret Atwood, donc j'ai envie de lire, c'est ça. Je vais lire prioritairement les livres des écrivaines que j'aime énormément. Enfin ouais, je sais vraiment pas comment je choisis mes lectures en fait, c'est une question trop difficile, comment je choisis mes prochaines lectures. C'est un peu au feeling mine de rien, c'est un peu comment je me sens sur le moment. Quand je finis un livre, je me dis bon bah quelle lecture je pense m'apportera le plus à ce moment-là, quelle lecture j'ai envie de faire, tout ça. Je sais pas à quoi répondre à cette question. Ça me stresse, je panique là actuellement puisque je sais pas comment je choisis mes lectures, c'est un peu du hasard, même si bon voilà, les écrivaines que j'aime, tout ça, on passe à la prochaine lecture, ça me fait paniquer cette question, finalement il n'y a pas de sens à comment je choisis mes prochaines lectures. Alors ensuite, on continue avec la prochaine question qui est: quand aura-t-on la chance de lire Une vie brûlée et aussi le tome 2? Alors moi j'ai très hâte, je suis la première à avoir envie que Une vie brûlée soit publiée, qu'il soit en librairie, tout ça. Une vie brûlée c'est donc l'histoire de Léane qui est placée en famille d'accueil à ses 3 ans et à ses 12 ans elle retourne en famille d'accueil, tout ça, donc c'est cette histoire avec sa famille d'accueil, mais aussi avec sa famille, tout ça. Donc c'est un peu une histoire difficile, mais il y a aussi son histoire d'amour. Léane a rencontré Ophélie quand elle a 17 ans, tout ça, et cette histoire d'amour, ça va bouleverser tout son univers. Bref, c'est l'histoire que j'ai fini d'écrire cette année, Une vie brûlée. Et donc là, j'avais passé le manuscrit à mon agent pour qu'elle en parle à des maisons d'édition finalement. Donc là, je sais que mon livre est chez une maison d'édition, genre qu'il est en train d'être lu par quelqu'un dans une maison d'édition. Je sais laquelle, mais je vais peut-être pas vous le dire. Mais en gros, je sais que mon livre est potentiellement en train d'être lu, mais alors pour savoir quand il va être publié, je ne peux pas vous le dire. Par contre, pour mon roman, je sais que je vais pas partir sur de l'auto-édition, puisque pour mon roman, j'ai trop besoin d'avis extérieurs, j'ai trop besoin de corrections, et je ne me vois clairement pas auto-éditer un roman seul. Le recueil de poèmes, c'était beaucoup plus simple que ça. Donc c'est pour ça que je l'avais fait, mais là, le roman, je me vois pas l'auto-éditer, et je veux aussi, et surtout qu'il soit en librairie, c'est ça que je veux, donc ben, j'attends, je sais pas. Mais en même temps, c'est connu, hein, se faire publier, ça prend du temps, et puis se faire sélectionner un peu par une maison d'édition, ça prend du temps aussi, que quelqu'un s'intéresse vraiment à ton manuscrit, ça prend énormément de temps, donc ben, mine de rien, je me presse pas, je sais que ça viendra, je sais que mon livre sera publié, donc je sais que mon roman sera publié un jour, mais par qui, où, comment, aucune idée, ça viendra, je vous tiendrai au courant évidemment, vous serez les premiers informés, je vous ferai des posts, tout ça quand ça arrivera, je serai tellement contente que bah, je vous le partagerai, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de nouvelles, je ne sais pas vraiment où ça me mène, et puis ça prend du temps, donc je sais que ça prend du temps, donc ça prend du temps, et puis j'attends. On continue avec la prochaine question qui est: est-ce que sortir ton recueil était ton plus grand rêve, ou tu en as encore un autre plus grand? Alors sortir mon recueil de poésie, c'était pas mon plus grand rêve. D'ailleurs, vous avez le lien pour l'acheter dans la description. C'était pas mon plus grand rêve, non, parce que mon plus grand rêve déjà dans ma vie, c'est de voir des aurores boréales. Mais mon plus grand rêve d'écrivaine, c'est bah, que mes livres soient en librairie. Donc c'est ça, mon plus grand rêve, c'est de savoir que je suis publiée et que ce que j'ai écrit, c'est en librairie et que les gens peuvent feuilleter ce que j'ai écrit avant de l'acheter. Enfin, c'est tout ce côté-là. J'ai envie d'être en librairie et ouais c'est ça hein, je pense mon plus grand rêve est aussi d'être publié en maison d'édition. On continue avec: as-tu suivi une trame en particulier pour écrire ton livre de A à Z? Absolument pas. Je vous montrais tout à l'heure les carnets que j'ai
fait pour écrire un petit peu le roman que j'avais écrit à 15 ans, mais là pour écrire Une vie brûlée, absolument pas. C'était un livre qui me venait au fur et à mesure. Bon, évidemment j'avais une trame chronologique, j'avais fait une frise chronologique de la vie de Léane, mais je savais pas chapitre par chapitre ce qui allait se passer. C'est peut-être une mauvaise chose, et peut-être que dans le futur je vais évoluer et savoir chapitre par chapitre ce que j'écrirais, mais l'histoire me venait tellement facilement avec Léane, et je connaissais tellement bien mon personnage, je savais comment elle allait réagir, je savais en fait ce qui allait arriver après. Dans ma tête, je savais ce qui allait arriver, donc je faisais arriver ces choses-là petit à petit, chapitre par chapitre, mais j'ai pas eu besoin d'un plan détaillé finalement pour ce livre-là. Avant de commencer à écrire le livre, je savais comment il allait se terminer, je pense que c'est la chose la plus importante quand on commence à écrire un livre, je sais pas. On continue avec la prochaine question qui est: si t'avais pu changer quelque chose de ton recueil, ce serait quoi? Bonne question ça. Alors, déjà moi je suis extrêmement fière de mon recueil de poèmes, d'à quoi il ressemble, puisque ça fait un beau livre, mine de rien, je trouve, dans une bibliothèque. Moi je l'ai dans ma bibliothèque et je le trouve très bon. Donc si je pouvais changer une seule chose, à mes yeux il est parfait donc je changerais rien. Non, si je devais changer une seule chose, c'est que je rajouterais une page blanche avant là, parce qu'en gros quand on ouvre le recueil, on a directement la page de titre, mais ça fait pas pro, et j'ai pas pensé à ça en fait avant l'impression. Et je pense que je rajouterai une page blanche avant d'avoir la page de titre. C'est tout ce que je ferais en vrai, c'est tout. Donc ça montre à quel point j'ai bien travaillé et que je suis fière de moi là, je pense. On continue avec la question de Mélinda qui est: comment tu as su que tu voulais écrire des livres? Alors ça m'est un peu venu naturellement, ça va être très bateau comme réponse, mais j'avais tellement besoin d'écrire que j'écrivais pour moi pendant 10 bonnes années, j'écrivais pour moi. Je ressentais pas spécialement le besoin d'être publiée et que les gens lisent mes mots, j'écrivais pour moi, je faisais mes histoires pour moi, même si j'avais toujours ce truc dans ma tête de savoir j'ai envie d'être écrivain, j'ai envie que ça arrive quoi. Donc j'ai toujours eu besoin d'écrire, donc à partir de mes 13 ans, le début de l'adolescence, tout ça, j'en ai eu besoin pour survivre, mais du coup il n'y a pas vraiment un moment où je me suis dit ah si je le sais, je veux écrire, tu vois. C'est jamais vraiment arrivé ce moment-là, j'ai juste écrit, puis au bout d'un moment je me suis dit j'ai envie d'être lue, et à ce moment-là je me suis dit j'ai envie d'être publiée, mais il n'y a pas de moment où je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans une conférence là. Non mais pour qui je me prends? J'ai l'impression, genre je parle comme si j'étais une écrivaine qui avait publié une quinzaine de romans. Puis je suis assise là comme ça avec mon petit genou. Alors voilà, moi en fait c'est vraiment venu naturellement, j'avais besoin d'écrire. Je suis détestable. Non mais ouais, j'ai toujours écrit, il n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit ah si j'ai envie d'écrire, parce que j'en avais besoin. Je déteste ma réponse à cette question, on passe à la prochaine question. La prochaine question est horrible. Si tu devais vivre avec un seul livre pour le restant de ta vie, tu choisirais lequel? Admettons, ma bibliothèque n'existe pas et il n'y a qu'un seul livre chez moi que je possède. C'est extrêmement dur, quelle horreur de poser cette question, mais vous me voulez du mal en fait. Enfin, je peux pas choisir entre mes enfants. Non. Ah c'est sûr que c'est compliqué hein. Virginia Woolf. Oh, Margaret Atwood. Ah non, arrêtez, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je sais pas. Vous me faites paniquer, je sais pas quoi choisir. Oh, je crois que je sais. Évidemment que si je devais vivre qu'avec un seul livre jusqu'au restant de mes jours, ça serait le recueil de poèmes d'Emily Dickinson qui rassemble toute sa poésie. Déjà, bon point, c'est qu'il est épais, donc c'est un livre qui me prendra du temps à lire si je le garde toute ma vie. Ensuite, c'est dans ce livre qu'il y a les écrits que je préfère, et puis voilà quoi. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai annoté de plusieurs manières. J'ai plié les coins de page en haut, j'ai aussi plié les coins de page en bas. Des fois, j'ai carrément plié toute la page comme ça, et aussi j'ai rajouté des petits bouts de papier. Voilà, je pense qu'il me reste encore énormément de choses à découvrir dans ce livre, puisque mine de rien, je relis énormément toujours les mêmes poèmes en boucle. Donc évidemment, si je devais vivre qu'avec un seul livre pour le restant de mes jours, ce serait la poésie complète d'Emily Dickinson, en anglais évidemment. The Complete Poems of Emily Dickinson. Des fois, quand je lis en anglais à voix haute, je me demande comment j'arrive à comprendre ce que je lis en anglais. La prochaine question est de Léa qui demande: est-ce que tu avais peur du jugement des autres par rapport à la sortie de ton recueil? En vrai, oui. Parce que je savais pas si j'écrivais bien en fait avant de le publier. Voilà. Donc j'avais peur surtout que tous les retours soient négatifs et qu'il n'y ait pas un seul avis positif, et de me dire oh, mais ça se trouve en fait j'écris mal depuis toutes ces années, je suis pas du tout censée écrire, je me prends pour quelqu'un qui va écrire toute sa vie mais ça se trouve pas du tout, enfin vraiment il y a eu beaucoup de remises en question, puis je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'être publiée, d'avoir mes mots sur du papier, donc je l'ai fait, mais j'avais peur évidemment, c'est la première fois, et les premiers avis Goodreads là il y en a 7 il me semble, des avis écrits vraiment, les avis écrits, les premiers j'avais peur en commençant à les lire, vraiment j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, je transpirais, tout ça, même les avis Amazon, enfin, j'avais extrêmement peur des avis des autres parce que je me disais c'est ça qui va définir si j'écris bien, alors que pas tant au final. C'est peut-être un peu bête d'avoir pensé comme ça, mais mine de rien, puisque je savais pas si ce que j'écrivais ça avait de l'importance et si ce que j'écrivais c'était bien,
et ben j'étais dans le flou et je me disais soit tous les avis vont être négatifs, soit ils vont être positifs. Et finalement, ils sont plus positifs que négatifs. Donc je suis contente, mais oui, effectivement, j'avais peur et je pense que c'est normal. Ensuite, on a Fanny qui demande comment va Evelyne. Est-ce que je vais vous la chercher? Je sais pas, j'ai honte, hein, je vais vous la chercher. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Evelyne. Elle tire son prénom d'Evelyne Hugo, du livre Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Evelyne n'est pas au top de la forme, elle a des feuilles qui meurent. Je l'ai peut-être pas arrosée depuis un mois. C'est peut-être pour ça qu'elle va si mal. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu honte, il y a des araignées qui ont fait leur nid sur elle. Mais il va falloir que je me ressaisisse et que je fasse vivre Evelyne. En plus, j'ai une serre maintenant chez moi, pourquoi je la mets pas dans ma serre? Bref, voilà Evelyne. Si vous vouliez des nouvelles, elle va très mal. En parlant d'aller mal, la prochaine question c'est comment tu vas en ce moment? Non, je rigole. En ce moment, je vais très bien, puisque je pense être sortie de dépression. C'est la petite bonne nouvelle de la vidéo. Et vraiment, ouais, je vais beaucoup mieux, j'arrive à profiter un petit peu du quotidien, de profiter de la routine de la vie. Mais mon travail en maison d'édition, il joue beaucoup. Le fait que j'ai auto-édité mon recueil, il joue énormément. Le fait que je prenne plus de temps pour écrire et que je m'accorde plus de temps pour écrire, c'est ça aussi qui fait que je vais mieux, et le fait que je lise plus, tout ça. Vraiment, je vais beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Voilà! Et vous, comment vous allez? Ça m'intéresse, dites-moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous allez au top de la forme, lisez pas mon recueil de poèmes, ça ne ferait que vous déprimer. On continue. Là, on peut voir que je suis au top niveau marketing. On continue avec la question, qu'est-ce que tu fais avant d'écrire un livre? Inspiration, brainstorming. Alors, vraiment, j'adore les questions que vous me posez. J'ai l'impression que je suis une écrivaine de 50 ans qui a publié plein de livres. Ce que je fais avant d'écrire un livre, c'est très simple, comme si j'en avais écrit des millions. Non, c'est je fais des notes sur mon portable en fait, dès que ça me vient. Dès que j'ai un petit truc qui me vient, hop, je prends en note. Donc ça va pas forcément servir, ça va pas forcément être utile, mais je prends des notes et puis au bout d'un moment, la trame de l'histoire est tellement bien ancrée dans ma tête et je sais tellement bien comment ça va se passer que j'ai plus besoin de prendre de notes et puis je peux commencer à écrire, tu vois. Mais je pense, ouais, ce qu'il faut que je sache avant de commencer à écrire à chaque fois, c'est connaître la fin exactement comment ça va se terminer. Je pense que c'est la condition pour que moi je me mette à écrire. On continue avec la prochaine question, qui est sincèrement horrible. Tu préfères quel livre entre Hunger Games, Ne tirez pas sur les homocules, La Servante écarlate, Les 7 maris d'Evelyne Hugo, La voleuse de livres, Mythos, The Mixed Education of Cameron Post et Everyone in this room will someday be dead. Je vais pleurer. Mais non, mais c'est horrible cette question, c'est encore pire que de me demander qui est mon écrivaine préférée, mais vraiment. Par contre, je vois là que Chloé, elle a bien regardé tous les livres que je lisais que j'avais adoré, parce que c'est clairement la liste de tous mes livres préférés. Donc déjà, je trouve ça fou d'avoir retenu tout ça, mais c'est surtout, mais c'est horrible de devoir choisir parmi tous ces livres, puisque moi, quand j'aime un livre, mais je considère que c'est mon livre préféré, et j'en ai des millions des livres préférés, mais il faut que j'en choisisse que un. Mythos de Stephen Fry, La voleuse de livres. Mais c'est pas possible, je peux pas, c'est pas humain de choisir comme ça. Moi, ça m'enquiquine cette question-là. Les 7 maris d'Evelyne Hugo? Non. En vrai, je sais. Je sais, mais c'est horrible de devoir le dire. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle me demande? Tu préfères quel livre? Oui, c'est vraiment tu préfères. Oh là là, quelle horreur. Aujourd'hui, j'essaie de me dédouaner du truc. En vrai, du coup, je suis allée chercher 2 livres, mais il y a aussi La Servante écarlate. Je sais pas, ok. Donc, les 2 livres que j'ai pris, c'est Tout le monde dans cette pièce sera mort un jour, donc Everyone in this room will someday be dead, et The Miseducation of Cameron Post. Entre ces 2 livres, en fait quand j'y pense, je me suis sentie tellement comprise avec ce livre aussi, puisque c'est un personnage qui est obsédé par la mort, et moi c'est quelque chose auquel je pensais tellement tout le temps que c'est la première fois que je me suis sentie autant comprise en lisant un livre. Donc ce livre il compte énormément pour moi, mais vraiment je sais pas qui je serais aujourd'hui si je l'avais pas lu. Non, je pense c'est pas Tout le monde dans cette pièce sera mort un jour, c'est lui. Hein. Elle est horrible la question, vraiment, hein. Mais je pense que je choisis ça, ce truc là. Je pense. Ouais, je pense je choisis en vrai The Miseducation of Cameron Post de Emily M. Danforth. Ah, ça veut dire que mon livre préféré aujourd'hui, le livre que je considère comme étant mon livre préféré de tous les temps actuellement, c'est lui. Ça me surprend, tu vois, parce que c'est une question que je m'étais pas posée depuis longtemps. Ouais, donc ce livre, il est passé devant La voleuse de livres. En même temps, ouais, non, je comprends, ouais, c'est mon livre préféré de tous les temps. Préféré première place, lui. Même s'il y en a d'autres que j'aime, La voleuse de livres, La servante écarlate, tout ça, c'est des livres que j'aime énormément, que je considère comme mes livres préférés, mais peut-être bien que c'est celui-ci que je mets en première place. J'ai plus envie, là, premier degré, de penser à cette question, ça m'a retourné le ventre, on passe à la prochaine question, qui est: tu continues d'écrire de nouveaux poèmes depuis que ton recueil est publié? Oui! Déjà auto-éditer mon recueil, ça m'a fait écrire, mais directement le lendemain, que ça m'a donné envie d'écrire encore plus, et de plus écrire sur les mêmes sujets, tu vois. De changer un petit peu, d'évoluer dans ma poésie aussi, et donc c'est pour ça, c'est grâce au recueil de poèmes que je me suis donné ce défi ce mois-ci d'écrire un poème par jour. Et donc ça m'a fait écrire, parce que déjà là, après la publication, je me suis donné le défi d'écrire un poème par jour, ce qui me force à écrire, et je vois en fait que je peux écrire quand je veux, et ça c'est assez incroyable, puisque avant j'attendais que les poèmes viennent et je me posais pas vraiment pour écrire, mais là je me pose, j'écris et j'arrive à écrire et c'est incroyable. Et donc ouais, j'ai déjà commencé à écrire à fond depuis que j'ai publié le recueil de poèmes et mine de rien,
auto-édité mon recueil de poèmes, ça m'a motivé à encore plus écrire qu'avant et j'écris beaucoup plus de poèmes qu'avant. Ensuite on a la question, salut, tu écoutes quoi comme style de chanson? J'ai vu que t'aimais beaucoup Alex Warren. Alors moi il faut savoir, la musique c'est un peu comme la lecture. C'est quoi comme comparaison ça encore? Non mais c'est que quand je lis de tout, mais littéralement, je lis de tous les styles de romans, de poésie, du théâtre, tout, des tragédies, bref, je lis de tout quand je lis et quand j'écoute de la musique c'est pareil. J'écoute de tout. Là je réfléchis, est-ce que j'écoute vraiment de tout? Oui, en vrai j'écoute de tout. Que ce soit de la comédie musicale, de la musique actuelle ou encore... J'ai pas d'idée. Non mais vraiment j'écoute de tout. Après j'écoute énormément en boucle les musiques que j'aime bien. Je découvre pas beaucoup de nouveaux artistes, à part Alex Warren que j'ai découvert dernièrement grâce aux réseaux sociaux et que j'aime beaucoup. J'avais acheté son vinyle. Mais j'écoute beaucoup les mêmes musiques en boucle. Quand j'écris par exemple, eh ben, je mets une musique en boucle et j'écoute la même pendant toute la séance d'écriture. Voilà, j'écoute aussi beaucoup de piano, ouais ça j'aime énormément. Voilà pour vous faire une petite idée, ça c'est les musiques que j'écoute en boucle en ce moment. Donc on a du Marina, du 21 Pilots, du Hamilton, du Florence and the Machine, du René Rapp et Josie Edwards. Voilà! J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur moi et sur ce que j'écoute. Et que cette réponse vous a plu. On passe maintenant à la dernière question, qui est la dernière question de la vidéo. Bah oui, vu que je dis la dernière question. Il y a plus de sens dans mes paroles. Je vous ai dit que j'étais malade, c'est peut-être pour ça que je fais plus de sens. Bref, Justin demande, pour l'instant, combien coûte d'exemplaires... Je sais plus parler. Pour l'instant, combien d'exemplaires de ton recueil de poèmes as-tu vendu? 1 500 000. C'est le nombre d'exemplaires de mon recueil de poèmes qui a été vendu grâce à Amazon. Merci beaucoup d'avoir acheté mon recueil. Non, je dois en avoir vendu à 130. Et je suis assez fière parce que j'ai dépassé la barre des 100. Je suis trop contente. Donc 130 recueils, je trouve ça énorme. Attends, il y a 130 personnes qui ont lu mes mots. Enfin, pas 130 parce que du coup, ceux qui l'ont commandé hier, ils l'ont clairement pas reçu. Mais ouais, je me dis, il y a 130 personnes, un peu plus de 130, qui sont intéressées par ce que j'écris. Donc je trouve ça trop cool. Donc ouais, j'ai vendu 130 exemplaires. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est bien, si c'est nul. Après, moi je trouve ça bien. Je perds la boule en cette fin de vidéo. En tout cas, je vois que ma caméra n'a plus de batterie et j'ai la flemme de changer de batterie pour vous faire l'outro de la vidéo, donc on va faire ça vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que cette vidéo est terminée. Moi j'ai adoré répondre à vos questions. Bref, gros bisous. Bisous, lisez mon recueil de poèmes et